Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu sur Canal 2 International. Fermez les yeux, se concentrer sur sa respiration, cultiver l'instant présent, c'est la méditation de pleine conscience, du moins c'est son principe. Une pratique ancestrale qui a été mise à jour. Ça fait combien d'années aujourd'hui, professeur Emmanuel Lipote? Depuis l'Antiquité. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons de la méditation face à nos problèmes en première partie de la chronique. En deuxième partie, nous allons parler de l'orientation scolaire et professionnelle. Ensuite, vous aurez votre réflexion où il sera question de l'initiation, la tradition orale et l'école. Pour terminer, vous aurez le SOS téléspectateur. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Tout de suite, la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 78. La méditation face à nos problèmes. Au cours de cette édition, intéressons-nous sur la pratique de la méditation. Nous vous rappelons que nous avons longuement échangé sur ce sujet. Notre but était de bien vous outiller métaphysiquement, en vue de vous permettre de maîtriser tous les contours nécessaires pour mieux pratiquer la méditation. Le thème principal, méditation, la solution à nos problèmes, rentré dans son 78e chapitre, marque la fin d'une série de travaux concernant l'art de la méditation. Notre schéma n'était pas de faire de l'extraordinaire, mais du point de vue spirituel, que vous compreniez que la méditation est un art. Pour cela, il faut s'approprier de tous ces contours en vue de s'en servir aisément au quotidien pour la maîtrise de nos problèmes. Le vif du sujet de cette édition, c'est de préciser que la méditation doit se faire en pleine conscience. D'abord, définir le temps de la méditation, pour ce qui se ferait dans une salle. Nous allons vous indiquer ici quelques règles à suivre. Il faut choisir un lieu, et dans un premier temps, s'y asseoir calmement, sans fermer les yeux, observer tout ce qui se passe autour de vous. Et après, fermer les yeux. Faire des efforts de ressentir toutes les parties de votre corps. Commencez par les membres inférieurs, orteils, chevilles, mollets, jambes et genoux. Puis les membres supérieurs, doigts, poignets, avant-bras, coudes et épaules. Ceci doit s'accompagner des exercices de respiration rythmique et profonde au point à en accentuer le rythme à chaque fois que vous vous retrouvez à chaque partie du corps. Il est question de ne penser à rien pendant cette phase de l'exercice, en procédant d'abord par le vide du mental, voire le lâcher prise. Vous devez prendre conscience de vous calmement sans empressement. Tout doit être fait pour que vous puissiez ressentir d'autres zones de votre corps, du point qui donne au sexe, pour monter vers le bas-ventre, le nombril, puis un peu avant le sternum. Et votre concentration doit aller également vers la paume d'Adam, se focalisant pendant un instant sur la partie entre les yeux, puis au milieu du front. Nous ne saurions omettre de dire que les vêtements doivent être amples, et pas chauds, afin d'être capables de trouver toute position assise ou non, mais une posture confortable. Tout de ce parcours doit se terminer au niveau du sommet de la tête. À ce stade, tout doit se passer comme si une fumée vibratoire y sortait, pour s'élever au plus haut de votre tête, vers le firmament. Dès lors, projetez vos pensées positives de réussite, de prospérité, de bien-être et de bonheur en même temps. Résultat, il faudra mettre l'accent sur la respiration, car elle nous permet de rester vivants. C'est-à-dire, rester connecté à notre souffle de vie, ce qui vous évitera d'avoir des pensées dispersées, vagabondes, d'où le lâcher prise. Pas question de contrôler vos émotions. À la fin de votre séance de méditation, il faudra que vous ressentiez que votre esprit s'est élevé, détendu, et que vous n'êtes plus stressé. Professeur Emmanuel Lipote, la méditation doit se faire en pleine conscience. C'est quoi la méditation de pleine conscience, professeur? Bon, de toute façon, je pense dire que
on doit être conscient de ce qu'on fait. Oui. On doit être conscient qu'on obéit à un certain schéma et que ce schéma-là, on a besoin de faire en sorte que ça apporte quelque chose dans ce qu'on fait. Bon, c'est pas comme si on avait envie de prier une entité ou on a envie d'atteindre un objectif du genre résoudre un problème précis, tout simplement. Mais c'est d'abord prendre conscience de soi et se mettre dans cette prise de conscience voudrait dire que c'est réaliser, c'est-à-dire essayer de vider tout ce que... Parce que dans un premier temps, lorsqu'on s'assoit, on doit considérer que tout ce qui est autour de soi est conforme à pouvoir y rester là. Oui. Parce que on ne doit pas entendre le bruit des cafards. S'il y en a, quelque peu des grattements, des pattes des cafards sur je ne sais pas quoi, ça déconcentre. Oui. On doit dire, bon, je suis dans un environnement où il y a les cafards, il y a tout, bon, mais je ne vais pas me mettre à les chasser. Je les oublie parce que je dois fermer les yeux pour commencer à faire quelque chose d'important pour mon élévation spirituelle, pour l'élévation de mon esprit. Donc là, à partir de là, on est en pleine conscience de ce qu'on est en train de vouloir faire ou de ce qu'on est en train de faire. On n'est pas dans l'inconscience qu'on est en train de vouloir mener une action, comme pour dire, bon, on met cette action entre les mains d'une entité, ne fût-ce que Dieu. Voilà. Ça veut dire quoi? Méditer, c'est s'asseoir et observer l'instant présent? Alors, méditer, c'est s'asseoir et c'est ressentir. Et ne plus ressentir d'autres choses. Donc vider le mental, oublier l'existence de ses émotions, de ses pensées. Hein? On peut dire se concentrer sur son soufflet de vie. Oui. Pour maintenir, pour se sentir dans la vie comme étant rien que dans la vie, pas pour se mettre dans des pensées, la pensée positive ou la pensée négative du genre à se distraire. Encore que les pensées parfois sont pluridimensionnelles, il faut arriver à du moins faire le tri et savoir bien sûr pourquoi tu es là et non de commencer à se mettre dans une posture où tu bagarres avec tes pensées. Oui, mais professeur, ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'imaginez une personne qui vit un moment de stress, de grand stress d'ailleurs. Comment cette personne fait pour se concentrer? Bon, alors il faut refuser de faire comme si tu avais envie de te concentrer. C'est-à-dire? C'est parce que ça risque d'être un défi. Il faut faire les choses de manière très simple. Alors, lorsque il faut parler de vide mental, du mental ou bien de lâcher prise, ça veut dire qu'on oublie tout. On ne fait pas des efforts pour oublier et tout. On se met dans une convenance de tout oublier au départ en disant, bon, je vais faire une méditation, non pour que j'ai l'emploi, non pour que mon mari m'aime, non pour que je me marie ou bien que je réussisse à mon examen, mais que je me transpose et que mon évolution spirituelle, parce que l'autre jour on parlait d'évolution spirituelle et l'éveil spirituel, donc que mon évolution spirituelle commence comme ça et que ça continue au fur et à mesure que je vais faire ce travail. Donc c'est un travail pour voir sa vie changer. Alors avec une méditation et une première méditation, on ne peut pas s'estimer heureux d'avoir abandonné le stress, d'avoir ressenti
tout l'équilibre qu'il faut, hein. Oui. Mais on peut tout au moins se dire qu'il y a quelque chose qui doit commencer dans un premier temps. Parce que tout le monde n'a pas la chance de commencer avec grand pompe. Les choses qu'il faille beaucoup d'entraînement pour certaines personnes. D'autres ont des prédispositions dès la naissance, parce que c'est comment on peut dire ça, c'est l'héritage, le patrimoine occulte, hein, qui les permet de continuer dans cette existence avec la même mission ou avec une mission qui s'associe à la mission de l'autre existence. Alors donc, on va se sentir à l'aise dans la méditation mieux que quiconque, parce qu'on est prédisposé, disons, métaphysiquement. On est prédisposé par rapport à son karma. On est prédisposé à beaucoup d'aspects de ce qui est en rapport avec son passé et par rapport à son présent. Voilà. Mais est-ce que ça ne paraît pas un peu, je dirais quoi, théorique, professeur, et loin des problèmes du quotidien? Oui, c'est théorique parce que c'est quelque chose qu'il faut pratiquer pour ressentir son côté pratique. C'est théorique aussi parce que on est habitué à prier et on peut confondre la méditation à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire prier. Par contre, ce n'est pas théorique avec tout ce que nous avons fait, parce que n'oublions pas que nous sommes à la 78e chapitre, Oui. où on a essayé d'épiloguer plein, c'est-à-dire d'aller à gauche, à droite, de parler de l'alimentation, de parler de la respiration, de parler, d'expliquer les mécanismes de la respiration et d'expliquer un certain nombre de choses, la tolérance, le pardon, les erreurs, les fautes, hein, établir la différence de ce qui serait bien ou de ce qui ne le serait pas. C'est-à-dire, c'est un trésor qu'on a enfui comme ça, on a enfui dans tout ce qui a été dit et expliqué, et qui fait en sorte que ce soir, on peut considérer cette émission comme une émission qui clôture un chemin parcouru, c'est-à-dire qui met fin à un certain chemin qu'on a parcouru pendant plusieurs éditions. Alors, ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que c'est pas théorique. Oui. Ce soir, ça peut paraître comme si on est en train de dire, fermez les yeux, asseyez-vous comme ça, faites ceci, faites cela. Mais parce qu'il fallait y arriver. Oui. Il fallait qu'on y arrive. Par exemple, ceux qui auront la chance de revivre ces émissions par émission sur YouTube, comprendront que le tour a été joué et que nous ne sommes plus là pour expliquer les choses qui ont été expliquées, comme si les 1h30 d'émission que nous avons ce soir, c'est encore reprendre des multitudes d'émissions, de 1h, 1h30, 1h30 de plusieurs éditions. Par contre, la théorie ici, c'est directionnel, c'est-à-dire ça nous conduit vers la mise en place d'un travail permanent. Bon. Par exemple, si on dit qu'il faut observer un temps pour faire ses méditations, ça ne veut pas dire que lorsqu'on disait qu'on peut méditer n'importe où, hein, même en marchant et tout, c'est pas la même chose. Non, c'est la même chose avec une différence, que ici nous voulons faire des méditations, de la méditation, quelque chose de permanent, où il nous faut une salle, où il nous faut un cadre, où il nous faut 4 murs, où il nous faut peut-être un lieu de service dans nos bureaux où nous sommes seuls. Et de temps en temps, on médite. Bon, et on se dit que ça peut être réglé comme étant un petit déjeuner
qu'on doit prendre entre telle période et telle période, comme le déjeuner, comme le dîner, le goûter et tout. Donc, on doit vivre permanemment de manière méditative. C'est-à-dire que la méditation ici, ça devient quelque chose qui nous éloigne des idées, disons, j'allais utiliser un terme, des idées indélicates, des idées méchantes, de méchanceté, les idées de haine, les idées d'avidité, de calomnie, de tout ce qui... parce que notre mental étant désœuvré, parce que l'œuvre que nous devons allouer à notre mental ou à notre esprit, à notre être, c'est une œuvre positive. Donc, on peut penser des choses dans la prospérité, dans la recherche du bonheur, dans la recherche du bien-être, et obtenir de l'inspiration en contrepartie. C'est-à-dire, si on est tout le temps en train de dire qu'est-ce que je dois faire pour ne plus être malade, ou qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants qui ne soient plus malades, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse aimer moi-même, parce qu'on dit souvent il faut aimer soi-même afin d'aimer autrui, donc aimer autrui comme on aime soi-même. Mais lorsque on boit n'importe quoi, on mange n'importe quoi, et qu'on arrive à ce qu'au bout de ces pratiques, ces pratiques qu'on peut taxer d'irresponsables vis-à-vis de soi, qu'on en devienne malade. Alors, à quoi bon de dire qu'on aime soi-même, ou comment on va le prouver? Alors, maintenant, lorsque on est dans la méditation permanemment, après avoir quadrillé un certain nombre d'objectifs, après avoir mis en place un certain schéma de fonctionnement mental, où les idées ne sont plus dispersées, parce que les idées dispersées sont telles que l'habillement, la nourriture, les divertissements, du moins tout ce que les autres font. Il me faut les habits comme, il me faut l'argent comme. Donc on est en train de voir les choses comme. Bon, comme si on a l'obligation d'être comme les autres, qui ont cet argent, qui ont ces habits, qui ont ces choses-là. Surtout que nous ne savons pas comment ils ont fait pour avoir ça. Est-ce qu'ils ont pratiqué de la méditation? Toi, tu as méditation, tu viens donc t'asseoir là, tu dis, il me faut les habits comme l'autre. Est-ce qu'ils ont prié? Encore que, quand on prie, on n'obtient jamais ce qu'on a besoin, de facto. On nous dit souvent que la pierre de Dieu n'écrase pas vite. Donc lorsque tu pries, tu attends. Oui. Le jour que ces oreilles, comme ces oreilles sont pour beaucoup de gens, des milliards de personnes à la fois, alors le jour que ces oreilles vont s'ouvrir vers ta direction, peut-être ils tournent la tête comme ça, et là, ces oreilles ne sont pas, c'est ces yeux qui sont devant toi, mais c'est peut-être soulevé ou bien c'est bas parce que d'autres sont plus bas, toi tu es plus haut, et puis il t'écoute à peine. Il a les difficultés d'écouter ce que tu dis, c'est vrai, c'est Dieu. Mais s'il faille qu'on le prie, ça veut dire qu'il ne sait pas des choses quand même pour nous directement comme ça, si on ne les lui demande pas. Bon, donc de ces faits, ces prières-là n'arrivent pas vite. Toujours et toujours. De la même manière chez les uns comme chez les autres. C'est peut-être pour cette raison que d'autres finissent par se décourager. Bon, ou alors ça arrive vite chez quelqu'un, il s'accroche. Bon, il a la solution de ses problèmes, il cale avec la prière, par exemple. Et un autre, l'endurance lui fait finalement, Dieu l'écoute. Bon, alors ça dépend. Mais la méditation, c'est pas ça. La méditation, c'est un travail comme une personne qui veut apprendre une langue. Tu ne peux pas apprendre une langue sans se mettre au travail. D'abord, un travail de régularité qui te permet de savoir où trouver le vocabulaire, dont les mots, où trouver comment utiliser ces mots, soit
dans la conjugaison, dans la formation des phrases, et puis comment respecter certaines règles grammaticales. Bon, c'est un travail. Ce n'est pas une histoire que tu te lèves le matin, même quand tu apprends d'une manière orale la langue, parce qu'il y a des gens qui savent parler plusieurs langues à la fois, mais sans savoir les écrire. Oui. Bon, mais la formulation des phrases s'est faite sur la base de la règle de l'art. Ça veut dire que, sinon, c'est que tu n'es pas en train de parler cette langue-là. Sinon, les gens vont vite constater que tu parlais la langue, mais tu ne sais pas comment formuler les phrases, donc tu fais dans un langage approximatif. Bon, et puis, tu ne sauras pas s'il y a des articles ou pas. Pour une langue comme la langue française où c'est truffé d'articles, ça pose des problèmes. Parfois, et puis des propositions, de ceci, tous ces pièges linguistiques là font en sorte que parfois, on est l'esclave de la langue. Et une langue comme celle-là empêche à ce qu'on évolue facilement, même dans le domaine scolaire, parce que tu passes tout ton temps à respecter la langue au lieu de respecter le schéma de ce que tu veux connaître et d'amener, c'est comme on parle là maintenant, j'évite de parler n'importe comment, ce qui peut faire à ce que je sois dominé par la langue et ça m'empêche de m'exprimer facilement. Alors que bon, une personne, un Américain qui parle la langue française, parle ça selon sa langue, qui veut entendre, qui veut comprendre, comprend, et en plus de quoi, il a fait l'honneur à la France. Par contre, un petit négro qui parle mal le français, on dit celui-là sort d'où? Bon, c'est quelqu'un ça. D'accord. Alors donc, c'est comme ça la méditation, on travaille pour atteindre un objectif à travers la méditation. Et l'objectif, c'est de pouvoir prendre le chemin de la spiritualité parce que c'est un chemin, oui, pour avoir eu à acquérir un certain nombre de choses à partir de la méditation, c'est-à-dire un certain confort, qui comme quelqu'un qui s'est outillé de tout ce qu'il faut pour mieux pratiquer la méditation comme un art. On finit donc par rentrer dans ce chemin, la méditation étant devenue un véhicule. Et le but, c'est quoi? C'est pour le développement de notre être intérieur. La divinisation de nous-mêmes. Parce que le divin qui sommeille en nous doit faire effet sur nous pour que notre élévation spirituelle puisse être possible. D'accord. Voilà. Nous allons passer à la deuxième partie de la chronique. Orientation scolaire ou professionnelle, signes du zodiaque et éléments. Il se cache en nous des tas de malices. On se croit capable de tout. Tenez, devant une montagne qui se dresse pour nous barrer le chemin, nous creusons un tunnel. Aussi, si le fleuve nous barre la route, nous y construisons un pont. Là où il y a de marécages, une zone que nous qualifions de touristique à cause de sa verdure, nous y chassons l'eau et la boue pour construire des immeubles. Pour l'homme, la nature n'est qu'un joueur. Mais dans ce jeu, malheureusement, la nature finit toujours par avoir raison sur lui, même s'il faille attendre des décennies. Le tunnel va s'écrouler, le pont sera englouti dans les eaux, un cataclysme va frapper les immeubles en question. Tout ceci explique que, quelle que soit la durée de ce phénomène naturel que les techniciens appellent catastrophe naturelle, le cas des séismes ou des tremblements de terre par exemple, explique combien les lois de la nature sont inébranlables, voire incorruptibles. Il n'y a pas que de séismes hors de nous, mais il y a aussi ce qui nous frappe au travers de notre corps physique et au-dedans de nous.
Ceci se passe dans nos têtes, mal faites, à cause d'un système d'enseignement qui nous bourre le cerveau. Au sortir, le diplômé est embrouillé. C'est ce que nous avons essayé d'expliquer comme étant des manœuvres de la sorcellerie secondaire, parlant parfois du rôle anodin de l'école ou de la religion. L'orientation dans la vie professionnelle devrait obéir à 2 critères, la vocation et les dons innés, c'est-à-dire d'exclure toute forme de compétition, concours, examen, etc. Un système d'évaluation qui ne donne pas les mêmes chances à tous, ce qui fait qu'au cours d'une année scolaire, le dernier de la classe peut avoir l'examen pendant que le premier échoue. Le diplôme obtenu de cette manière fait en sorte que le diplômé en question n'ait en soi qu'une valeur déclarée. Nous vous proposons ici le tableau de la professionnalisation de chaque individu suivant son tempérament. Élément feu, tempérament bélier, signe du zodiaque bélier, né le 21 mars, 20 avril. Lion, né le 24 juillet, 23 août. Sagittaire, 23 novembre, 21 décembre. Les professions de ces 3 signes sont soldat ou militaire, boucher, directeur ou chef de commandement, pompier, bref tous les métiers de violence. Élément terre, tempérament nerveux. Les signes du zodiaque qui obéissent à cet élément sont Taureau, né entre le 21 avril et le 21 mai. Vierge, né entre le 24 août et le 23 septembre. Capricorne, né entre le 22 décembre et le 20 janvier. Profession, fermier, agriculteur, ingénieur, chimiste, comptable, cultivateur, policier, gardien, maçon, bref, tous les métiers laborieux. Élément air, tempérament sanguin. Les signes du zodiaque sont Gémeaux, 22 mai, 21 juin, Balance, né entre 24 septembre et 23 octobre, Verseau, né entre 21 janvier, 19 février. Les professions qui obéissent à ces signes sont artistes, musiciens, avocats, parfumiers, danseurs, diplomates, comédiens, fleuristes, bref tout métier qui demande de l'adresse. Élément eau, tempérament lymphatique. Signe du zodiaque, Cancer, né entre 22 juin 23 juillet. Scorpion, né entre 24 octobre 22 novembre. Poisson, né entre 20 février et 20 mars. Profession, marin, voyageur, médecin, sage-femme, commerçant, caissier, navigateur, poissonnier, bref tous les métiers d'eau. Merci. Professeur Herman Yeglipot, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette réflexion exactement? Bon, alors, on ne doit rien comprendre d'autre que... Dans cette c'est la chronique. Ouais. Il a été, pour l'homme, question de former les gens par rapport à eux, non par rapport à des buts mercantiles à atteindre. C'est-à-dire, on doit former les gens en tenant compte de leur tempérament. Parce que même les enfants à la maison, lorsque vous avez des enfants, il y en a qui ne se lèvent pas tôt le matin. Vous allez bagarrer jusqu'à cela risque de ne pas changer, même en les tapant. Il y en a qui se lèvent tôt le matin, il est debout, il peut faire n'importe quoi. Bon. Donc il y a un problème de tempérament. Alors le tempérament est aussi en rapport avec la manière dont la personne va fonctionner au cours de son existence. Dans le tempérament, on doit coller le système éducationnel ou éducatif. Oui. Dans le tempérament, on doit coller le système médical. C'est-à-dire, on ne doit pas donner les médicaments aux gens
tous de la même manière, comme si par rapport à leur tempérament, il n'y avait pas quelque chose à y voir. D'accord. Dans dans l'éducation, on devrait même former les gens à manger des choses qui correspondent à leur tempérament, du moins qui sont en rapport avec leur tempérament. Parce que on va remarquer que, parlons de la consommation de la bière par exemple, il y a des gens, ils boivent une bière, ils saoulent. Oui. L'autre en boit 10, il ne saoule pas. C'est le même facteur qu'on trouve dans la médication. C'est-à-dire, vous buvez 6 comprimés des médicaments qu'on ne dépasse pas 6 comprimés en une journée. Vous vivez avec. L'intoxication du foie ne se produit pas de la même manière comme chez l'autre qui a bu que 4 comprimés. Bon, là, le cas de le dire, par exemple, paracétamol qui a des problèmes tout le temps en France, la transplantation du foie et tout, hein, à cause de l'intoxication provoquée par ces médicaments, on en donne à tout le monde sans tenir compte de leur tempérament. Alors, donc, tous les systèmes scolaires n'ayant pas mis au devant la connaissance de l'homme dans sa nature intrinsèque, ayant mis plutôt au devant l'embrigadement du cerveau de l'homme pour atteindre un objectif avec cet homme-là, c'est-à-dire essayer de fabriquer des prototypes de personnes robotiques rompues à la tâche par rapport à un système, soit le système industriel, soit quoi. Alors, où on est dans des métiers qui n'ont rien à voir avec notre tempérament, parfois on est peu performant. Et c'est la même chose que les parents, nous, on a comme erreur de vouloir forcer l'enfant à faire certaines choses qu'il ne peut pas faire. Par exemple, tu peux vouloir à ce que ton enfant soit médecin, et lorsqu'il est médecin, il devient le faiseur des épidémies de césariens. Alors, donc, toutefois, il peut gagner de l'argent dans une prise de position sans scrupule. Alors, il devient un homme très dangereux pour les femmes qui veulent accoucher. Donc, tout cela devrait être étudié. Alors, lorsque nous parlons de la méditation, oui, la solution à nos problèmes, pour faire un rapprochement, une transposition, nous comprenons que à partir même du fait qu'on n'est pas censé être un père, mais on a quand même un enfant ou des enfants. On n'est pas censé être une mère, mais on a accouché des enfants. Et qu'il n'y a pas une école pour aller apprendre à être mère ou à être père. Même la folle a droit à un enfant, pour le peu que les hommes, dans leur barbarie sexuelle parfois, se retrouvent de connivence avec une, et que l'enfant en naisse, personne ne peut lui arracher son enfant. Hein? C'est son bébé. Alors, donc, nous avons un problème de mise en place d'un nouveau système éducatif qui permettrait à ce que l'homme ne souffre plus. Parce que quand on dit que la vie est un combat, c'est faux. La vie n'est pas un combat. Nous manquons de notice de la vie. C'est comme une personne qui conduit la voiture, ne sait pas comment met le carburant, ou alors ne sait pas quel genre de carburant on met. Hein? Il ne sait pas que sa voiture, le moteur prend de l'eau ou de l'huile. D'accord. Et conduit seulement. Voilà. Mais professeur, ça veut dire quoi? Avant de soigner une personne, on devrait avoir ses coordonnées, date de naissance. Ben oui. Non, il faut d'abord étudier la personne. Ah oui, mais quand on fait de l'astrologie médicale, c'est ce que j'ai essayé de ressortir quelques éléments là. Mais on sait quelles sont les maladies dont quelqu'un est prédisposé à avoir dès la naissance, en dehors de l'environnement généalogique. Parce que l'environnement généalogique peut être aussi un des facteurs qui peut apporter un plus ou un moins dans sa vie. Et dans certaines situations, comme la situation de santé, tu peux avoir des maladies
dues à l'hérédité. Mais même les maladies héréditaires chez la même femme qui a fait plusieurs enfants avec cette maladie-là, tous ces enfants ne sont pas héritiers de sa maladie. Hein? C'est pourquoi on dit que même quand on est épileptique, on peut allaiter son enfant sans qu'il ne devienne épileptique. Oui. Hein? On peut avoir un abcès au niveau des seins, on allaite l'enfant. L'enfant n'aura pas les abcès, forcément parce que la maman en a. Alors, donc, ce qui veut dire que on devrait faire une étude au cas par cas. Et c'est cette étude au cas par cas qui devrait aider à soigner les gens ou bien à les orienter dans les formations scolaires. Et ça ne pouvait être possible que si la prise en compte du fait que l'homme a fait de plusieurs dimensions. Hein, nous avons déjà, de manière terre à terre, la dimension physique, la dimension métaphysique. Et entre autres, dans ces deux dimensions, on peut parler du corps physique, de l'âme et de l'esprit. Pour faire simple, pour ne pas entrer dans les méandres de multiples, la constitution occulte de l'homme. Là, ça nous amène plus loin, corps causal, corps mental et tout. Donc là, nous n'y entrons pas. Restons terre à terre. Et là, lorsque on n'a pas compris comment faire fonctionner la dimension métaphysique, comment la faire fonctionner en soi, Oui. et que le commun des mortels, en grande partie, y compris les grands professeurs d'université, qui sont restés sur la base de transmetteurs de ce qu'on leur a dit. C'est-à-dire, ils sont les réciteurs de cours. Nous, on a vu par exemple au début de l'informatique au Cameroun, par exemple, des professeurs des lycées qui n'avaient pas d'ordinateur, mais qui osaient enseigner l'informatique. Ils ne savaient rien de cet appareil. Bon, et l'appareil en question n'était donc pas pour lui quelque chose qu'il comprend. C'était quelque chose qu'il apprend lui-même à enseigner ce qu'on lui a dit ou ce qu'il lit dans les livres, sans avoir palpé cela. Donc c'est ça le problème de l'enseignement. Il faut un enseignement qui est adapté à l'homme. Et au cas par cas, c'est-à-dire on peut prendre les gens par groupe, en tenant compte de leur tempérament par rapport au groupe, et leur donner une formation qui fera en sorte qu'ils seront au centre de la vie. Mais aujourd'hui, c'est l'environnement économique, le tissu industriel et tout, qui gère les hommes. En médecine, en science, en alimentation et tout, nous mangeons des choses qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que nous mangeons comme ça? Nous buvons des choses qu'on ne devrait pas boire, c'est pas bien pour nous. Ça détruit nos atouts spirituels. Et pendant ce temps, nous sommes des pasteurs. Pendant ce temps, nous sommes des prêtres. Ou pendant ce temps, nous sommes des fidèles. Soit religieux de religion chrétienne ou musulman. Alors que nous détruisons l'essence divine qui est en nous à travers le mode de vie, qui est un mode de vie commun à tout le monde et qui n'apporte rien de spirituel, qui ne nous permet pas de s'ouvrir spirituellement. Donc on reste campé sur la prière, sur ceci, alors que là où je dis la vie n'est pas un combat. Si on savait comment ce système scolaire a tué le spirituel en nous, en tout ce qui se passe, parce que ce système scolaire est favorable au genre de religion, la théologie, machin et tout, ce système scolaire est favorable au genre de manière de nous comporter qui nous met en mal pour notre bien-être, donc pour notre santé. Oui. Bon, donc tout cela on devra changer de méthode pour pouvoir avoir un homme. Et là, l'avenir de l'être humain
son paradis ne sera pas après la mort. Son paradis sera ici déjà. Voilà. Mais professeur Herman Neglipot, il y a des gens qui disent que c'est après avoir bu ou alors fumé qu'ils développent en eux qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent soigner des gens. Ouais. Et ils prennent des drogues, Oui. hein, pour être hallucinants. C'est comme certaines dames, pour bien être avec son mari ou avec son copain, il faut d'abord qu'elle boive. Hein. Et puis comme ça, elle est répondante. Bon, alors là, moi je dis pas non. Mais sauf que il y a un problème derrière ça, c'est que vous n'aviez pas de possibilité de faire vibrer l'être intérieur en vous, mais plutôt vous faites vibrer votre corps physique, c'est-à-dire le côté charnel prend le dessus sur le côté subtil de votre organisme. Parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, pour les hommes, on peut se retrouver à un moment donné où on n'a plus l'érection. On est obligé de prendre des stimulants. Et pour les femmes, à un moment donné, on est fatigué. On est fatigué, c'est-à-dire que on ne peut pas continuer avec son mari alors qu'on n'a que 50 ans, hein, ou on n'a que 55 ans. Alors on est obligé de demander à l'homme de se débrouiller dehors, par soi-même, parce qu'on reconnaît qu'on ne peut plus, hein, répondre. Oui. Donc tout cela a un effet sur notre corps physique et ça empêche à ce que notre corps subtil, c'est-à-dire notre double dimension, puisse prendre le dessus pour nous, pour pérenniser la vie des cellules dans leur double dimension, parce que les cellules aussi ont une vie redimensionnée. On le sait lorsqu'on étudie, on fait une étude sur les glandes endocrines, nos gardiens visibles. C'est-à-dire, là on comprend qu'est-ce que c'est que l'hormonation de l'organisme, et on prend cette étude-là sous un angle purement métaphysique ou purement mystique. Et là, on sait comment utiliser nos glandes pour se faire protéger contre la sorcellerie, contre ceci, contre cela. Et le développement des glandes ne se passe pas avec la psychologie déformée, la psychologie embourbée, hein, du fait de prier des entités qu'on ne connaît pas. Le développement des glandes pour qu'elles puissent être nos gardiens invisibles passe par la méditation. C'est-à-dire ça donne plus de chance à l'organisme de mieux fonctionner. Que ce soit la glande pituitaire, que ce soit la glande pinéale, que ce soit pour ceux qui comprennent le discours de ces histoires, de ces glandes-là, peuvent savoir de quoi je parle. Donc là, ça rééquilibre surtout, ça rééquilibre le fonctionnement de l'organisme dans la double dimension de chaque cellule. Parce que les glandes gèrent l'environnement de l'organisme de manière subtile. Voilà. Passons à la réflexion à présent. La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement, à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Qu'est-ce que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Et
mais ça englobe toute la vie, toute la nature, parce que pour nous, on dit, il y a le vivant, il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui généralement sont ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, Voilà. sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Et c'est ainsi que, par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord, qu'est-ce que l'homme? On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice, et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc, il est tout et rien. Et alors, on dit, quelle est la vie de l'homme? Alors, la vie de l'homme est subdivisée en 9 degrés, mais chaque degré, et puis ces 9 degrés sont encore subdivisés en 3 étages, et chaque étage a 3 degrés. Et chaque degré correspond à 7 ans. Ainsi, de la naissance jusqu'à la 7e année, on est au premier degré du degré inférieur, c'est-à-dire l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère, il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dit, il vient demander à sa mère, est-ce que papa m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Ou bien je vis ça, est-ce que c'est vrai? Donc il ne voit que par sa mère, durant 7 ans. Le deuxième septénaire, il passe à l'école de l'extérieur, que ce soit une initiation, que ce soit chez un maître ou ses camarades, c'est toujours l'école, parce que pour nous tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Aller puiser de l'eau, c'est aller à l'école. Tout est école, tout est enseignement. Pour nous, rien n'est simplement récréatif. Et alors donc l'enfant au dehors apprend. Mais il revient toujours pour demander à sa mère si ce qu'il a vu est vrai. Si ce qu'il a entendu est vrai. Et c'est là jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, c'est-à-dire le deuxième septénaire passé, l'enfant commence à être une personnalité, c'est séparant de sa mère, parce qu'il va vers sa 21e année, il commence à dire à sa mère, non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça. Il commence à raisonner. Et alors à 21 ans, il a fini le petit cycle. Alors, il est censé avoir fait un premier tour dans toutes les initiations. On lui a parlé des êtres vivants, immobiles. On lui a parlé des êtres vivants, mobiles. Ensemble, pour parler comme un terme, on lui a parlé du règne animal, on lui a parlé du règne végétal, on lui a parlé du règne minéral. Alors maintenant, il approfondit ça encore durant 21 ans, qui constitue trois âges encore. Le deuxième 21 ans viennent renforcer les premiers 21 ans. Et alors ce n'est qu'à 42 ans qu'il a droit à la parole. Alors là on dit qu'il est un homme fait.
Et quand il commence à parler, on dit ah, il va entrer dans la classe des vieux. Alors on lui dit mais quel est ton âge? Si par exemple vous dites 35 ans, on dit attendez les 42 ans. De retour dans ce studio, sur ce plateau, voilà, nous ne sommes pas à Sud FM, nous sommes à Canal 2 International. Alors, vous êtes dans votre émission Le Monde Inconnu. Professeur Herman Lipote, nous venons de suivre la réflexion, un commentaire? Oui, bon, moi j'ai l'habitude de dire que l'éducation d'un être humain passe par étapes. Première étape, il faut sévir, c'est-à-dire les 7 premières années, c'est la période où on bouscule l'enfant. Parfois on le tape sans raison, simplement pour qu'il se solidifie. Bon, et parce que le taper aussi pour lui c'est un jeu. Il peut pleurer mais il revient vers toi. Bon, alors les 7 secondes années qui vont vers 14 ans, là maintenant on punit l'enfant en lui posant, parce que là c'est un système d'éducation qui permet à l'enfant de se responsabiliser, de savoir que ce qu'il fait n'est pas bien. Voilà. Et il faut les bons parents, parce que c'est pas n'importe qui doit... Voilà. Alors donc, on le juge. Oui. Et on lui dit que comme tu as fait telle chose, soit on t'étape, soit tu ne manges pas, tu ne vas pas jouer, hein, soit tu vas puiser de l'eau jusqu'à 20 fois, quitte à ce que l'eau remplisse le fût et puis ça se verse et ne fait que puiser, par exemple. Donc une punition, mais si on les tape par exemple, parce que souvent les enfants demandent qu'on les tape, ils pleurent et on le laisse aller jouer maintenant. Quand il est en train de jouer avec les enfants, avec ses amis, on lui dit tu pleurais quoi? On m'a tapé, tu as fait quoi? Il ne dit pas. Tu as fait quoi? Parce qu'il a honte de lui-même, de ce qu'il a fait. Bon. Alors, à partir de là, il commence à savoir que quand tu fais telle chose, ce n'est pas bien. Mais quand on dit non, il ne faut pas taper l'enfant, il faut lui parler, parce que, bon, d'abord, on ne l'a jamais entendu pleurer, il n'a jamais honte vis-à-vis de ses amis. Hein? Par rapport à la cour de jeu, il est toujours nickel, et il joue, il fait n'importe quoi, on ne dit rien. Alors, donc, il y a 14 années, et là, c'est la maman qui lui montre qui est son père. Et c'est sa maman qui l'amène à comprendre que dans cette maison, c'est le père qui est le patron, hein, qui est quoi, la locomotive. Oui. Parce que quand tu sors, toi le père, l'enfant par derrière, sa mère lui dit, ce que tu fais là, je vais dire à ton père, quand il va venir, il va te taper. Bon, il commence à prendre donc acte qu'en dehors de sa mère, il y a une autre personne dans sa vie et que cette personne-là, c'est même la personne qui tient la vie. De façon à ce qu'il y a certaines femmes qui préparent de la nourriture, donnent à leurs enfants, achètent les habits et tout, mais l'enfant sait toujours que c'est le père qui a donné l'argent alors que c'est pas vrai. Bon, donc, l'environnement de l'enfant évolue psychologiquement bien et tout, équilibré par rapport à ces phases éducationnelles dont je corrobore avec ce qu'il venait d'expliquer là, sous un autre angle. Oui. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est le SOS téléspectateur. De retour sur ce plateau, professeur Herman Lipote, bonsoir et merci beaucoup pour l'édification. Comment faire pour vous rencontrer? Je suis à Ebolova. C'est Justin qui nous envoie ce message. Bon, Justin, on va t'envoyer le numéro par SMS. Mon numéro personnel, vous pourrez me joindre hors antenne dès demain. Voilà. Nous avons ce message de Kevin depuis Edea, il a 22 ans. Est-ce que toutes nos rencontres amicales ou amoureuses etc. sont liées à nos dettes karmiques? Oui. Il n'y a pas
de raison qu'on soit ensemble alors qu'on ne se ressemble pas. Hein? Qui se ressemble, s'assemble. Il y a des gens, en route, tu les salues, ne répondent même pas. Il y a des filles que vous avez fréquentées avec, mais même le bonjour, tu n'as jamais eu d'elle. Oui. Mais pourtant, vous étiez dans la même classe. Et puis, vous grandissez, vous atteignez un niveau où chacun trouve du travail, et peut-être même vous retrouvez dans la même entreprise par hasard. Bon, la personne n'est pas indifférente de vous de façon à ce que, en ce qui concerne le côté professionnel, elle ne vous parle pas, non. Mais elle est indifférente de vous parce que vous n'avez rien à échanger en dehors des problèmes professionnels. Alors que vous rencontrez une personne en route que vous n'avez jamais vue avant, vous lui demandez quelle heure il est-il, la personne vous donne l'heure et jusqu'à vous avez la possibilité de prendre son numéro de téléphone à votre grande surprise. Et bien évidemment, c'est le téléphone, c'est son numéro de téléphone que vous étiez en train de vouloir obtenir, et non parce que vous ne savez pas quelle heure il est question. Alors, ça se passe tellement vite hein, que vous vous étonnez même. C'est comme vous pouvez prendre l'avion, à côté de vous s'assied quelqu'un, ou bien un bus. Alors, la personne, vous finissez par vous retrouver ensemble comme quoi c'est le mariage. Donc, il n'y a pas le hasard ne donne naissance à rien. S'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, ce n'est pas par hasard, que ce soit quelque chose de bien ou pas, ça ne se passe pas par hasard. Oui. Voilà. Alors, tant qu'on n'a pas épuré son karma passif et son karma actif, on ne peut pas accéder à son sanctuaire intérieur ou à sa chambre haute dans laquelle la méditation se pratique. C'est Edon Simon depuis Limbé qui nous envoie ce message et continue en disant que pour accéder à la méditation, l'être humain doit d'abord épurer son karma passif et son karma actif. Et puis le karma passif et le karma actif consistent au dépouillement de toute la bestialité qu'on a cultivée durant son évolution sur l'horizontalité. Pour lui, la méditation n'est pas la prière qu'il assimile à l'art de mendicité. Bon, c'est une contribution, ça c'est ce qu'on disait lors de la dernière édition, hein, que l'évolution spirituelle n'implique pas directement qu'on se retrouve dans le chemin de l'éveil spirituel, parce que c'est une préparation qui est en rapport avec le karma, où on a même cité que on a beau être prêtre, pasteur et tout, mais on n'est pas obligé d'être évolué spirituellement, étant donné que le karma ne le répond pas. Voilà. Donc, merci pour sa contribution. Nous avons ce message de Aristide depuis Yaoundé. Je suis né le 12 août. Quel est mon élément et les métiers qui vont avec? 12 août. Il est élément feu. Et il est lion. Bon, les métiers, il a vu tout à l'heure. Bon, nous n'allons pas entrer dans cette logique parce que tout de suite on sera inondé, chacun va demander son élément et tout. Bon. La personne peut peut-être appeler hors antenne. Ah oui, ils peuvent réécouter l'émission sur YouTube à cet heure. D'accord. Patriarche, bonsoir. Comment méditer? Je suis en famille, je partage ma chambre avec mes sœurs. Bon, alors, vous allez méditer. C'est comme si vous priez en ces temps-là. On vous voit assise, on sait que vous priez. Mais au fait, vous ne priez pas. Parce que, en fait, entre la méditation et la prière, il n'y a pas une grande différence sur le fait que si tu ne prends pas certaines postures, tu peux t'asseoir, les mains, les paumes de la main posées sur les genoux. Oui. Hein? Et là, la paume de la main doit être posée, la partie du creux de paume de la main doit être complètement posée sur le genou. Bon, lorsqu'on est assis sur une chaise, et puis maintenant, on a fermé les yeux, et puis on commence
à faire des exercices respiratoires. On est différent de celui qui est plutôt en train de murmurer des choses que Jésus-Christ, pardon, aie pitié de moi, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je ne sais pas quelle est la malchance que je suis né avec comme ça. Bon, là tu es différent de ça parce que tu es en train de faire un travail de purification. D'abord, la respiration, on a dit tout à l'heure, ça te maintient en vie. Donc ça permet à ce que la circulation du sang s'améliore. C'est une autre manière de nourrir l'organisme et nourrir en même temps le cerveau. Voilà. Bonsoir professeur, s'il vous plaît, entre partir voir une personne occulte pour se faire débloquer ou méditer tout seul, qu'est-ce qui est le plus sûr d'avoir un bon résultat? Parce que je ne veux pas dépenser pour rien. Ah. Ce message n'est pas signé. À tout signer vos Seigneur, messages, à tout Seigneur, tout honneur. Il y a dans la vie les guides. Oui. Il y a les initiés. Bon, le seul problème, c'est qu'on ne sait pas souvent qui est initié et qui ne l'est pas. Mais il y a les initiés. Il y a les médecins classiques qui s'occupent du corps physique. Et il y a des médecins occultes qui s'occupent et du corps physique et du corps subtil. Bon, maintenant, si vous avez déjà commencé à faire la méditation chez vous, c'est là que vous serez guidé sur la bonne porte où aller frapper ces médecins-là qui va faire en sorte que vous ne dépensez pas pour rien. Parce que lui, il voit seulement les dépenses. Il ne voit pas que il ne faut pas qu'il soit malade. Si vous êtes malade, sachez que vous allez dépenser. Hein? Nous tous, parce que moi je dis souvent, un doigt je toise aux gens comme ça, là, trois doigts me toisent. Oui. Bon, donc tout ce que nous faisons nous retourne contre, ou nous retourne pour. Bon, donc si nous épurons, nous avons à épurer nos fautes, alors c'est en ce temps-là que nous pouvons nous élever. Donc, épurer aussi de nos fautes consiste à dépenser pour rien. Parce que souvent, tu dois faire des sacrifices que tu n'as pas voulu faire. Et que tu n'aurais pas pu faire si tu ne tombais pas chez un escroc. Par exemple, le système médical est basé sur le mensonge. C'est des sacrifices pour rien. Bon, ceux qui croient à des histoires, des substances actives, des molécules à consommer, ils consomment des choses qui sont accompagnées des autres choses qui sont du poison. Alors, c'est des sacrifices. Tu sacrifies ta vie, la vie de tes cellules. Tu ne t'en plains pas. Mais si tu pars chez un praticien, tu commences à dire que je ne vais pas lui donner l'argent, pourquoi? Là, moi, ça m'amuse souvent. D'accord. Bonsoir à vous. J'ai du mal à me concentrer sur ma personne, c'est-à-dire de canaliser mon esprit afin de savoir qui je suis vraiment. Comment utiliser la méditation pour cela? Ah non, il faut d'abord voir si c'est ce que l'ami de Limbe, c'est l'ami de Limbe qui nous a écrit tout à l'heure. Il faut d'abord épurer ton karma. Oui. Voilà. C'est pas que tu vas tomber directement dans la méditation, tu commences à prier. Il a appelé ça la mendicité. Une forme de mendicité spirituelle, on peut le dire. Oui. Je suis léger. Je comprends pas. Oh, je suis léger. Merci du travail que vous abattez. J'ai un bébé de 2 mois qui rejette la salive. Est-il normal? Bon, mais là, il faut voir si les seins que vous donnez à votre bébé ne sont pas constitués des sucreries, des choses qu'il ne fallait pas consommer pendant que vous allaitez. Voilà. Parce qu'il ne faut pas voir le bébé. Longtemps avant, en Afrique, on ne soignait pas le bébé qui prenait le lait maternel. Comment ça? On soignait la maman. C'est-à-dire, on lui donnait des produits en fonction du problème des bébés. On lui donnait des produits dans des grands liquides, à l'aide des grands liquides, je veux dire. Et puis, elle buvait et elle pressait les seins. La première coulée des seins,
coulait à même le sol. Hein, et deux fois, on faisait même couler ça sur un petit feu, ça dépendait. Hein, la fumée montait. Et puis maintenant, la deuxième, puis on demandait donc que quelques minutes après, peut-être 30 minutes ou 1 heure après, elle peut allaiter son enfant. Les premières tétées, l'enfant refusait. Mais comme il avait faim, le bébé finissait par prendre ces laits-là. Et à la longue, si c'est la toux, il ne touche plus. Si c'est quelque chose qui concerne, du moins, c'est cette thérapie qu'on a fait à la maman, hein, mais dont la maman ne ressent aucune maladie pourtant. Mais l'enfant, l'amélioration va se faire voir instantanément au cours de quelques jours seulement. Voilà. D'accord. Il y a une confusion que les gens font entre l'éducation et l'instruction. L'éducation concerne la dimension ontologique de l'être humain, tandis que l'instruction concerne la personnalité de l'être, c'est-à-dire l'avoir. C'est Edon Simon. L'avoir, avoir, l'avoir. Bon, là c'est des définitions livresques. Ce qu'on apprend dans les universités lorsqu'on fait, je ne sais pas, pédagogie ou, je ne sais pas moi, psychologie et tout. Mais l'éducation, ça s'est fait à partir du fait que la chèvre, non, le poussin sera éduqué par sa mère la poule. Hein, le duc. Donc c'est une initiation. Oui. L'éducation égale initiation. Ce n'est pas une histoire où on va remplir les oreilles de quelqu'un sur des choses théoriques et qui ne se pratiquent nulle part, qui ne peuvent même pas se pratiquer. Alors, donc, l'éducation, c'est l'initiation. Maintenant, l'instruction, c'est un système pédagogique qu'on essaie de mettre en place. On peut appeler ça enseigner. On enseigne n'importe quoi, pourvu qu'on puisse enseigner. Mais lorsqu'on éduque quelqu'un, on l'éduque de deux manières. L'enfant se fait éduquer sur ce qu'il remarque de ce qui se passe sur ses yeux. Il subit l'éducation. C'est-à-dire, un enfant, lorsqu'on touche à quelque chose, il regarde. Il est en train d'apprendre à manipuler la chose là. Donc, il est en initiation. Il s'initie. Bon, ça fait partie de son éducation. Bon, donc, moi, je ne me porte pas en faux par rapport à ce qu'il vient de dire, mais là, c'est normal, c'est universitaire, c'est bon. D'accord. Je suis prisonnier de la masturbation. Comment méditer pour m'en débarrasser définitivement? Il faut d'abord arranger son karma. Pourquoi tu as les problèmes de masturbation? Se poser d'abord cette question: qu'est-ce que la nature te reproche? Toi qui te sens mal à se masturber déjà là. Parce que si au moins tu ne te sentais pas mal, tu n'allais pas te plaindre. Mais si tu te plains, ça veut dire que c'est un problème karmique. Qu'est-ce que tu manges qui te donne un libido que tu ne peux pas retenir? Qu'est-ce que tu bois qui te provoque un libido que tu ne peux pas avaler? Parce que souvent la masturbation, c'est l'excès de libido. Hein, et les mauvaises habitudes qu'on prend parce qu'on ne naît pas avec une femme, comme pour dire on ne naît pas marié. Le temps de se marier, on commence par vouloir se mettre à l'aise et on cale dedans. C'est ça. Ok. Bonsoir le plateau. À propos des tempéraments, j'ai un cousin à qui un voyant a dit qu'il doit faire le recrutement de l'armée. Pourtant, il est du signe du cancer. Pourtant, j'ai pas vu son signe dans la profession militaire. Peut-on avoir plus d'explications? Mais je ne suis pas le voyant là. Bon, et en plus, l'homme est pluridimensionnel. C'est pas que c'est tous ceux qui sont du signe du feu qui sont militaires. Hein? Non, c'est pas de ça qu'il est question. Nous pouvons faire plusieurs choses dans notre vie. Nous avons le don à pouvoir être musiciens, alors qu'au départ,
par rapport à notre tempérament, on ne pouvait pas être musicien. Mais sauf qu'on ne peut pas être musicien comme celui qui est du tempérament musicien. C'est là la différence entre la vocation et le don. Parce que lorsqu'on a des dons, ça veut dire, pluridimensionnel, ça veut dire quoi? L'élément que nous venons de faire là, donner là maintenant, la roue du zodiaque tourne. Au cours des vies successives, dans une vie, tu peux naître bélier. La vie suivante, tu nais taureau. L'autre vie, tu nais, ainsi de suite. Tu fais le tour du zodiaque. C'est ce qui fait que les gens de même signe du zodiaque n'ont pas les mêmes réponses de manière à 100% les mêmes sur leurs habitudes. Parce que vous pouvez trouver quelqu'un qui est très arrogant dans un signe où quelqu'un d'autre n'est pas arrogant, mais c'est le signe d'arrogance, ou très agressif dans un signe où quelqu'un d'autre n'est pas autant agressif comme l'autre. Pourquoi? Parce que celui-là n'a pas encore fait l'expérience du tour du zodiaque de la même manière que l'autre. Bon, donc c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut toujours quelqu'un qui est initié et qui peut aider quelqu'un d'autre à trouver du chemin. Comme j'ai dit, il faut des médecins pour qu'on soit injecté ou qu'on prenne une perfusion. Il faut les prêtres pour que les prières passent bien et tout. La société est ainsi faite. On ne peut pas dire que tous ces compartiments sociaux ne servent à rien. Ça sert à quelque chose parce qu'il y a tout genre d'hommes, tout genre de personnes dans la vie. Oui. Salut à vous sur le plateau et merci pour le travail d'éveil spirituel que vous abattez. J'aimerais rencontrer le professeur pour une consultation et aussi je suis très intéressée à me connaître spirituellement. Je vis à Yaoundé, c'est Ndombe qui nous envoie ce message, professeur. Il aura à appeler à ce numéro hors antenne dès demain pour avoir mon numéro, comme ça on va échanger. D'accord. J'aimerais savoir comment faire pour établir l'équilibre entre le subconscient et le conscient. Alors là, le subconscient, le conscient, le supraconscient, c'est des conscients, c'est le côté psychique, en quelque sorte. Bon, maintenant, comment établir l'équilibre? C'est d'abord essayer de dompter, c'est, comment on peut dire, la bête. La bête, c'est quoi? C'est les idées. Hein? C'est-à-dire le défilé des idées que nous avons, qui nous enchaînent à ne pas nous concentrer, à ne pas pouvoir avoir une main mise sur notre volonté. Parce que on dit qui veut peut, mais ce n'est pas toujours ça. Voilà. Comment et quand savoir qu'on a épuré son karma? C'est Jean Bosco depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Moi, je ne peux pas expliquer ça. Peut-être, comment ça, professeur? Parce que je ne sais pas si j'ai épuré mon karma, moi. Bon, donc au cours d'une vie, on peut n'avoir pas épuré son karma parce que on est venu avec un lourd karma et on a ajouté dans ces karmas d'autres choses. Je me porte en faux quelqu'un qui mange n'importe quoi, qui boit n'importe quoi, qui vit n'importe comment, que cette personne-là vient me dire qu'il a épuré son karma. Moi, je me porte en faux. Bon, moi-même, je ne suis pas sûr que mon karma, je n'ai pas encore de choses à faire avec. À partir du moment où tu as des faiblesses, quelques velléités du point de vue sexuel, du point de vue alimentaire, du point de vue, ça veut dire que tu as encore des faiblesses. Et ces faiblesses-là témoignent à quel point tu n'as pas encore épuré ton karma. Voilà. À partir du moment où tu es arrogant, à partir du moment où tu ne reconnais pas que tu commets des fautes, parce que les erreurs c'est passable, mais les fautes c'est grave. À partir du moment où tu es bon, c'est les autres qui sont mauvais. À partir du moment où ton ego est toujours en train de faire à ce que tu te défends toujours, au lieu d'écouter des conseils et tout, alors,
tu ne peux pas te vanter d'avoir épuré ton karma. La seule façon dont on peut commencer à imaginer qu'on a épuré son karma, c'est quand on a avalé son ego. C'est-à-dire comme les petits-enfants. Hein, tu l'insultes, il est toujours là avec toi. Hein, tu lui fais n'importe quoi. C'est pourquoi peut-être Jésus disait que pour gagner le royaume des cieux, il faut devenir un enfant. Bon, donc les enfants, tu l'insultes, tu les tapes et tout, tu le tires encore, il est avec toi. Alors, à partir d'un certain âge, est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on n'est pas rancunier? Alors, comment tu peux donc imaginer que tu as épuré ton karma? C'est pas possible. Mon enfant a 3 ans, elle gratte ses dents. Ah, elle mange les dents, gros. Bon, mais là, ça risque d'être un problème de généalogie. Il y a des familles où on grince les dents, on se croque les dents, on fait des bruits à partir des dents. Bon. C'est comme ça, quoi. Mais, professeur, ça veut dire quoi? Il faut juste accepter la situation. Oui, bon, mais on va lui parler. Mais quand elle va grandir, il va continuer, on va recommencer à faire ça. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai connu des gens que c'est une manière, quand elle veut réfléchir sur un problème, hein, c'est quand il grince ses dents, quand il les frotte, et ça fait un certain bruit. Mais vu et ça lui permet de réfléchir, de se distraire un peu de son environnement pour se mettre dans une autre dimension. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mauvais. Mais l'enfant n'a que 3 ans. Est-ce qu'il y aurait... Mais je dis que ça peut être l'hérédité, ça peut être un truc... parce que les enfants qui naissent dans les maisons, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Ça peut être son grand-père qui croquait les dents, hein, que lui n'a même pas connu, mais qui est né cette fois-ci sous son toit. Je dis bien ça peut être, je ne dis pas que c'est son grand-père. Voilà. Comment éviter de fumer la cigarette? En décidant que je ne fume plus. Moi, j'ai dit que je ne mangeais plus de la viande, j'ai arrêté. Bon, donc, je n'avais pas fait un concours pour arrêter de manger de la viande et je n'avais pas trop médité ou trop prié. J'avais seulement étudié que la viande était un poison et que c'était un cadavre. Oui. Et qu'on mangeait pour vivre et non vivre pour manger. Et que parmi les cadavres les plus graves des cadavres, c'est quand même les bêtes. Bon, le poisson, c'est un autre cadavre là-bas, mais pas autant que la viande de bœuf, du chien, c'est pas quoi. Tous sont des cadavres, mais voilà, les vibrations ne sont pas les mêmes. S'il vous plaît, je veux être un bombok, car quelque chose me dit que je suis fait pour ça. C'est Romaric qui nous envoie ce message. Ah mais oui, mais il faut aller vers ton destin. Il ne faut pas demander l'avis de quelqu'un. Mais dans ce cas, comment il fait? Non, mais il doit aller vers... Mais il y a des confréries pour ça. Chez les Bassa, il y en a. Aujourd'hui même, c'est devenu le drapeau. Hein, ça flotte partout maintenant. Ce n'est plus une histoire qu'on découvre. Hein. Parce qu'avant, pour rencontrer un bombok, il fallait aller à la recherche. C'est comme si tu allais à la recherche de la lumière. Bon, parce que la lumière se cherche. La lumière ne dit pas, me voici ici, non. Bon, alors, donc il fallait aller vers la lumière. Là où il y a la lumière, dans une salle obscure, tu y vas, jusqu'aux insectes. Tout le monde y va, même l'être humain, même les bêtes, certaines bêtes, les insectes et tout le monde va vers la lumière. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin de se poser la question où trouver les bambombok. Ils sont là. D'accord. Il écoute son cœur et là, peut-être qu'il aura un bon guide. S'il écoute surtout son cœur, qu'il n'y aille pas seulement parce qu'il veut y aller, qu'il écoute son cœur. Voilà. Juste une question, mais professeur, est-ce qu'on n'hérite pas le mbok? Ah, non, l'héritage, comme disent certaines personnes, mon père était praticien, j'ai hérité. Non. Tu as été formé. Si tu n'as pas été formé, c'est que tu as trouvé ces choses qu'il avait déposées, tu as appris. Mais si... Tu comment dire que parce qu'il utilisait ça, toi aussi, comme tu es son fils, tu vas utiliser, c'est pas ça.
il y a une formation scientifique dans le domaine de la médecine traditionnelle. Et de même dans les initiations métaphysiques traditionnelles de nos peuples, il y a une formation. Et cette formation est scientifique. Parce que tu apprends le monde minéral, comment il se comporte, la géologie, les pierres précieuses et tout, tu apprends le monde végétal. Et toutes ces choses-là, tu les apprends dans leur dimension, dans leur double dimension. C'est-à-dire, tu peux voir le citron qui va t'aider à sortir d'une situation d'envoûtement. Et c'est le même citron qu'on peut te frotter sur le corps. C'est le même citron que tu peux boire. Mais c'est toujours le citron. Alors, donc, c'est dans ces initiations-là qu'on apprend la dimension, l'autre dimension subtile du citron. Et je donne juste un exemple du citron. Il y en a ça dans tout. Parce que c'est ce qui a permis à ce qu'on sache que avec l'huile essentielle du citron, on peut tuer les bactéries, on peut tuer les microbes. Avec l'huile essentielle de l'orange, ainsi de suite. Bon, mais là, c'est une dimension un peu subtile qui est liée un peu à l'aspect physique, mais au-delà de cette dimension, il y a une dimension purement et simplement métaphysique. Bon, par exemple, tu prends un citron, tu prends les aiguilles, tu utilises le citron avec ces aiguilles, tu peux tuer quelqu'un comme tu peux sortir quelqu'un d'une situation. Bon, et ça s'apprend en s'initiant. Ça ne s'apprend pas en l'air. Voilà. Ok, professeur, ça veut dire quoi? Tout le monde peut être, alors tout le monde peut devenir Mbombok. Si tu es de la lignée, c'est plus facile, parce que tu auras quelqu'un qui a laissé quelque chose pour toi, de un. Et si tu n'es pas de la lignée, tu as des prédispositions, c'est facile, mais il faut avoir des initiateurs, il faut avoir quelqu'un qui t'initie. C'est pas une histoire qu'on va te faire te scarifier et puis après, allez, tu commences à marcher partout, je suis un bon bord, je suis ceci. Non, tu t'inities. D'accord. Voilà. S'il vous plaît, professeur, j'aimerais savoir si on peut naître dans une autre famille après sa mort et comment le connaître. C'est Christine depuis Douala qui nous envoie ces messages. Si vous faites des études qui vous permettent d'avoir la possibilité de connaître votre vie antérieure, vous saurez que vous étiez dans telle famille, vous êtes dans cette autre famille maintenant, ou bien vous étiez dans tel pays, vous êtes dans notre pays ici, à l'ère actuelle. Donc ça fait partie de l'initiation, des cours initiatiques. Comment faire pour réactiver mon don de vision? J'étais déjà conscient du fait que ce don, je l'avais en moi sur le fait que tous mes songes se réalisaient le jour avant même qu'un tradit praticien ne revienne me révéler que ce don a été endormi par les forces obscures. C'est simple, il faut seulement faire des cours de métaphysique, c'est tout. Et puis petit à petit on apprend à gérer son être intérieur, et l'être intérieur apprend et se met aussi à te gérer. C'est-à-dire, c'est comme une connivence entre le chauffeur d'une voiture, d'un véhicule et le véhicule. C'est cette connivence-là. Oui. Voilà. Juste rappeler que les numéros qui s'affichent au bas de l'écran sont réservés uniquement aux SMS. Les appels se font hors antenne. Patriarche, j'aimerais beaucoup vous rencontrer pour l'initiation. Ah, il va appeler hors antenne, hein? D'accord. J'ai un don de vision. Chaque matin, je me réveille étant fatigué. C'est dû à quoi? Je ne suis pas en train de faire la voyance ici, hein? Donc, des questions dues à quoi là, ça peut se poser hors antenne. Pour qu'on essaye d'échanger un peu afin de voir qu'est-ce que c'est. Voilà. Nous avons ce message d'Aristide depuis Yaoundé. Comment faire pour récupérer mon étoile qui a été volée? Il faut d'abord savoir est-ce que tu avais d'abord l'étoile
comme tu penses, parce que tout le monde a l'étoile, mais comme tu penses, est-ce que c'est ça? De 2, est-ce que ça a été vraiment volé? De 3, qui a volé ça? Et là, maintenant, quand on sait qui a volé, on peut donc aller prendre ça et lui remettre. Mais on ne peut pas poser cette question à l'antenne, sauf certains amis qui ont des émissions à sensation et ils enlèvent tout partout, rien qu'à l'émission. Ils font même des prières jusqu'à demander, tu te sens, tu as senti? Et je dis, au lieu d'organiser des farces, c'est-à-dire, tu mets les gens au quartier, c'est eux qui t'appellent. Et puis, quand tu dis des choses, tu dis même son nom, oui, c'est comme ça que je m'appelle. Tu as la peau rouge, non? Tu as une tache rouge. Oui, c'est là, j'ai ça depuis l'enfance. Voilà. Que de vouloir s'exhiber sur les choses que les gens vont dire. Non, je n'ai rien senti. Tu dis, bon, tu vas sentir. Bon, Ou alors c'est que le cas est très grave. Ou bien tu te rappelles que ton cas est très grave, il faut venir vers nous. Soit on va prier, soit on va faire quoi, je ne sais pas moi. Moi, je ne suis pas dans ces registres-là, je ne sais pas à quoi ça me sert tout ça. Okay. Comment combattre les forces obscures dans la nuit? C'est Vladimir depuis Bafoussam qui nous envoie ce message. Il faut d'abord savoir l'impact de ces forces, donc il faut une voyance. Parce que c'est comme une manière de prendre conscience de ce qu'on a à faire comme combat. Tu ne peux pas te lever le matin, tu peux lutter avec Nganou. Hein? Alors que Nganou, lui, a peut-être 1m90, toi, tu as 1m50. Il te porte seulement comme ça, là. Il te dépose là-bas, il ne lutte même pas avec toi, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de perdre du temps à faire, à vouloir lutter contre toi. Donc, on ne peut pas juste rester comme ça, on dit, bon, regarde, comme tu es là-bas à la télé, tu as dit que tu es fort. Bon, moi j'ai tel problème, hein, qu'est-ce que je vais faire pour résoudre ça? Hein, dis-moi vite. Mon frère, je suis fort que je suis Dieu. Je dois étudier le problème. Si je me mêle de tes problèmes, ça vient me dépasser, ma part vient dedans. Je vais dire que je cherche quoi? Ah, mais non. S'il vous plaît, nous ne passons pas 2 journées sans les couches de nuit. Que faire? C'est André depuis Melon qui nous envoie ce message. Il faut savoir d'où ça vient et qu'est-ce qui causait ça. Voilà, c'est à partir de là qu'on saura que faire. On ne peut pas, moi, à mon niveau, je ne sais pas comment commencer à faire les choses, que je ne connais pas la cause. En fait, moi, je ne suis pas de ceux qui donnent le paracétamol aux gens qui ont les maux de tête. Hein? Ou bien qui ont la fièvre. Parce que la notice dit, ça baisse la fièvre, hein? ça arrête les maux de tête. Non. Je dois savoir pourquoi tu as les maux de tête. Si je ne sais pas, je ne te conseille pas de faire quoi que ce soit. Bon, donc, quand il y a un problème, on doit savoir la cause, et non s'atteler sur la manifestation et commencer à agir. C'est pas normal. Je suis née le 2 février et j'aimerais savoir ce qui me caractérise, s'il vous plaît. On va se quitter sur ce message. Voilà. Je ne sais pas, on va étudier ça. Absent pour appeler en antenne, professeur? Par exemple. Professeur, en mot de fin, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Alors, cette édition a clôturé la longue série des éditions portées sur la méditation, la solution à nos problèmes. Oui. Bon, maintenant, on va prendre le thème « À qui mieux mieux ?» Et nous demandons à nos fidèles téléspectateurs de nous proposer les thèmes qui concernent leur vie privée, leur vie sociale, n'importe quoi. Hein. On va essayer de travailler sur ces thèmes pour essayer de les apporter quelques réponses à certains problèmes qui les concernent. Voilà. Nous pensons que on a fait comment on appelle ça en banque, l'appel de fonds. On a besoin d'eux aussi. Oui. Et cela va prouver qu'ils sont avec nous et ils ne nous écoutent pas seulement et ils participent aussi à l'évolution de l'émission. Voilà. C'est votre mot de fin? Oui. Merci beaucoup, professeur Herman Yeglipot, pour toutes ces édifications.
Chers téléspectateurs, nous avons passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.